Bonjour, dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes étapes d'évolution des systèmes d'exploitation. Notre vie quotidienne en est devenue indépendante. Les systèmes d'exploitation sont indispensables pour le fonctionnement de nos ordinateurs, de nos portables, en bref, des appareils et des infrastructures que nous utilisons tous les jours. Cependant, comme tout le reste, ils n'ont pas toujours été là. Les systèmes d'exploitation ont eu une origine et une histoire qui, comme ils ne pouvaient pas en être autrement, sont étroitement liés au développement de l'informatique même. Dans cette capsule, nous verrons très brièvement comment les premiers systèmes d'exploitation ont été et comment ils se sont développés au fil du temps. On peut très schématiquement distinguer trois phases dans l'histoire des débuts des systèmes d'exploitation. Les premiers ordinateurs étaient des instruments d'expérimentation pour des chercheurs. La question de l'efficacité ne se posait guère et les utilisateurs devaient apprendre à exécuter leur programme au contact direct de la machine. C'est pour cela que nous appelons cette phase la phase de préhistoire, car l'accès à un ordinateur se faisait en accès direct sans présence d'un système d'exploitation. Les premiers ordinateurs n'avaient pas à proprement parler de système d'exploitation, et cette situation dura de 1949 avec les premières machines à programme enregistrées jusqu'en 1956. Les premières machines à calculer étaient construites à l'aide des tubes à vide, des tubes électroniques. C'est une espèce de grosse machine. Ces machines énormes remplissaient les salles et sont moins rapides qu'une calculatrice de nos jours. Toute la préparation se fait manuellement et les entrées-sorties sont très limitées. Le programmeur opère avec la machine par interaction directe. Il devait faire ainsi beaucoup de manipulations qui étaient trop lourdes. On dit que le constructeur de la machine est celui qui fait également la conception, la programmation et en plus, c'est lui-même qui opère directement sur cette même grosse machine. Cette situation a duré jusqu'à 1956, l'année de l'apparition des transistors. C'est véritablement le début des systèmes d'exploitation en tant que tels, avec l'apparition des cartes perforées, qui sont des programmes que nous pouvons charger et décharger en entrée-sortie de l'ordinateur. Il y a une séparation de rôle ici. Il y a le programmeur qui fabrique les cartes perforées, les programmes. Ces cartes sont regroupées sous forme de travaux en lot, on dit aussi en batch. Et il y a l'opérateur qui charge et décharge physiquement ces cartes dans l'ordinateur. Les principaux périphériques des ordinateurs des années 50 étaient des lecteurs de cartes perforées, les imprimantes et l'unité centrale. Le système d'exploitation gère alors la mémoire de l'ordinateur, les processus, c'est-à-dire les programmes chargés en cours d'exécution, et ces fameuses entrées-sorties, c'est-à-dire la lecture des cartes et l'écriture des résultats via les imprimantes sur ce que nous appelons des listings, que l'opérateur va trier pour qu'enfin le programmeur pourra récolter le résultat de l'exécution, que l'opérateur va trier pour qu'enfin le programmeur pourra récolter le résultat de l'exécution après plusieurs heures d'attente. Aussi simple soit-il, un tel système pose des problèmes de sécurité. Par exemple, si un programme d'utilisateur tourne en boucle infinie, par suite de fautes de programmation, l'exécution du lot est bloquée indéfiniment. Lorsque l'ordinateur fonctionnait sans système d'exploitation sous le contrôle direct de l'utilisateur, ce dernier pouvait intervenir pendant l'exécution de ses programmes. Il pouvait par exemple arrêter l'exécution en cas d'erreur. Avec le traitement par lot, l'exploitation, certes, est devenue de plus en plus efficace, mais l'utilisateur a perdu tout contrôle sur l'exécution de ses programmes. Il se contente de déposer son travail au guichet du centre de calcul pour y récupérer les résultats quelques heures plus tard. Et tant pis pour lui, c'est une erreur typographique mineure à arrêter la compilation. Il va devoir corriger et recommencer. La solution passait alors par le partage d'un ordinateur entre une communauté d'utilisateurs simultanés. C'est ainsi que le temps partagé allait naître. Les premiers systèmes en temps partagé furent développés au début des années 60. Le pionnier fut CTSS qui fonctionnait en 1961 sur un ordinateur IBM 7094. Le principe du temps partagé est simple. Il s'agit de tirer parti des différences de vitesse entre un ordinateur qui travaille à la milliseconde et un humain dont le temps d'interaction est de plusieurs secondes. L'ordinateur fonctionne alors comme un grand maître d'échecs jouant des parties simultanées. Lorsqu'il a traité la requête d'un utilisateur, il passe à celle de l'utilisateur suivant, puis à un autre, et ainsi de suite.
La conservation des programmes et des données de nombreux utilisateurs impose de disposer d'une mémoire. Des terminaux redonnent à l'utilisateur le pouvoir de déclencher des travaux par la frappe de commande et de recevoir les résultats de l'exécution de ces travaux. Le principal apport de CTSS fut de montrer que l'idée du temps partagé était réalisable. Et depuis, un grand développement de systèmes d'exploitation a marqué l'histoire. Mais les phénomènes marquants dans les années 70 est la large diffusion des ordinateurs personnels à la suite de la réalisation des premiers microprocesseurs. C'est un processeur miniaturisé qui tient dans un seul circuit intégré. Il gère l'exécution des instructions de l'ordinateur. À sa création en 1970, le processeur était capable d'effectuer quelques dizaines de milliers d'instructions par seconde. Aujourd'hui, il en traite plus de 10 milliards par seconde. C'est ainsi qu'à partir de 1977, les ordinateurs tout montés devinrent prédominants. En 1981, la société IBM, consciente de l'importance croissante de l'informatique individuelle, mettait sur le marché l'ordinateur PC, Personal Computer. IBM s'est mis à la recherche d'un système d'exploitation qui pourrait effectivement fournir à IBM pour le lancement de l'IBM PC. C'est ainsi qu'est fait appel à la société Microsoft, récemment créée par Bill Gates et Paul Allen, qui ont créé en 1979 le système MS-DOS. Il s'agit d'un système fonctionnant en mode réel. Il est monotâche, il n'exécute qu'une seule tâche et un seul utilisateur pourra l'utiliser à la fois. Il était mono-utilisateur et il est équipé par défaut d'une interface en ligne de commande. Au début des années 1990, il a été le système le plus utilisé sur compatible PC, avant d'être progressivement remplacé par des systèmes d'exploitation plus évolués, notamment Windows. En consacrant la prochaine capsule pour faire un retour sur les versions et les faits marquants de cette époque numérique importante des systèmes d'exploitation qui est l'évolution des OS Windows. Les utilisateurs et humains que nous sommes ont tendance à vite oublier à quel point nos systèmes d'exploitation ont su évoluer pour s'adapter au plus grand nombre. Autrefois réservé à quelques professionnels et passionnés, l'outil informatique est désormais omniprésent et obligatoire. Sur ce, c'est la fin de cette capsule et au plaisir de vous rencontrer à une autre vidéo.